Bonjour à vous. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce dernier webinaire de l'année 2021. C'est le 13e. Il sera consacré donc au dossier numéro 573 des cahiers pédagogiques, les maths. Est-ce que ça compte? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci donc de conserver vos caméras et micros éteints. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur le chat qui est scruté aujourd'hui par Ben Aïda et Cyril Daskazis. Merci à tous les membres des cahiers pédagogiques qui d'ailleurs régulièrement viennent animer ce chat, répondre aux questions et nous aider. C'est très agréable de vous y voir. Nous essaierons de répondre au maximum de questions que vous avez posées, mais elles ont été nombreuses et il a fallu faire des choix. Vous pouvez vous référer au dossier qui est riche de plus d'une trentaine d'articles. Il y en a 4 qui sont sur le site également. Et vous pouvez vous abonner et adhérer à l'association. Aujourd'hui, nous accueillons deux coordinateurs, coordinatrices et un auteur, une autrice. Donc, Baptiste et Ben. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc, en quelques mots? Donc, professeur de maths en collège REP+, sur Dunkerque, et puis formateur académique qui intervient à l'INSP, l'Île-Nord-de-France. Oui, bonjour Claire, Claire Lomé. Bonjour, moi je suis prof en collège en Normandie, je suis aussi formatrice et puis je tiens un blog autour de l'enseignement des mathématiques. On va essayer de le mettre dans les notes sur la vidéo YouTube qui sera mise en ligne demain ou après-demain. Bonjour Serge Petit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis comme un vieux retraité de l'IFM d'Alsace, c'est dire que ça date, formateur en mathématiques. Merci Serge. Bonjour Sylvie Gros. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai été enseignante premier et second degré. Et maintenant, je suis maître de conférence en didactique des mathématiques à l'INSP de Nantes. Voilà, donc deux coordinatrices, coordinatrices, deux auteurs, autrices. Claire, chaque dossier commence par une ouverture, utilisons un terme musical, et en lisant cette ouverture, on y lit un optimisme qui fait envie. On y lit les mots de créativité, d'humanité, de beauté, d'accessibilité des mathématiques. C'est loin d'être évident pour tout le monde. Qu'est-ce qui rend heureux en mathématiques? Est-ce que ça compte? Ah bah évidemment que ça compte de toute façon, tout ce qui est culture compte et puis ça compte d'être heureux et de ressentir du bonheur de toute façon. Pour moi, être heureux en maths, en fait, c'est lié au fait de raisonner, de comprendre des choses, d'en comprendre de plus en plus, d'étendre son savoir, sa culture, de faire fonctionner ses neurones aussi, de ne pas réussir, de continuer, de se tromper, de se reprendre et de le faire tranquillement, enfin avec curiosité. Et puis pour nous, ce qui rend heureux aussi en maths et avec les maths, c'est de les enseigner, c'est de former en mathématiques, de les transmettre en fait. Et puis je pense que les maths, elles permettent d'être mieux au monde en fait. Voilà, d'être encore plus éclairé, c'est pas du tout en opposition avec le reste des disciplines ou l'ensemble des éléments de culture. Et je pense qu'en fait, à condition, par exemple, de s'éloigner de toute idée d'élitisme, les maths peuvent effectivement apporter beaucoup, beaucoup de bonheur et de curiosité, de plaisir. Merci Baptiste. Donc tu es le deuxième coordinateur du dossier. Est-ce que tu peux nous le présenter, sa structure? Je crois que c'est plus de 30 articles dans ce dossier. Oui, c'est cela, tout à fait. Donc, structuré en trois parties. Dans une première partie, on a vraiment voulu s'interroger sur ce qu'on mettait derrière ces notions de fondamentaux en mathématiques. Et donc, on a des auteurs qui apportent la réflexion de la maternelle jusqu'aux études supérieures, avec notamment des interviews d'un point de vue plus politique éducative, notamment de Charles Torossian, inspecteur général
qui est à l'initiative du plan Vianney Torossian, et interview également de Sébastien Plancheneau, qui est le président de l'Association des profs de mathématiques d'enseignement public. On a aussi Michel Fayeul qui apporte sa contribution pour les troubles en arithmétique. Donc une première partie qui s'interroge aussi sur ce qui coince en fait, ces élèves qui ont pu être un petit peu dégoûtés des maths ou qui sont en souffrance avec les mathématiques et qui lance vraiment le thème. Une deuxième partie qui est plus pratique avec des pratiques de collègues, faire de la géométrie en maternelle, la question du nombre, comment donner du sens, apporter du concret à ce qu'on fait. La question des problèmes en mathématiques, comment créer, amener à algébriser, plus aussi un retour dans les cahiers de fiches outils de collègues qui ont créé des fiches quasiment clés en main pour travailler des choses précises avec leurs élèves. Et puis enfin, une troisième partie un petit peu plus, qui s'interroge un petit peu plus notamment sur la formation initiale et continue, ce qu'on pourrait y apporter pour améliorer tout cela. Et puis des réflexions, je dirais, des articles qui sont davantage des réflexions d'ordre pédagogique, tandis qu'elles sont plus d'ordre didactique dans la deuxième partie. Voilà, notamment, est-ce que les pédagogies freinées ou coopératives sont-elles compatibles, par exemple, avec l'apprentissage de fondamentaux? Donc, c'est une question qui est interrogée. Et puis enfin, bien sûr, comme tu l'as signalé, les articles en libre lecture sur le site des cahiers qui sont un peu plus éclectiques pour le coup. Voilà. Oui, c'est un numéro qui vraiment qui m'a surpris en le lisant, donc pour préparer ce webinaire. D'abord parce qu'il y a une dimension politique avec des avis qui ne sont pas, entre Torossian et d'autres, qui ne sont pas vraiment les mêmes, et puis aussi une forte partie didactique, une forte partie de pratique. On voit les élèves au travail, et il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de couleurs dans ce numéro. Il est fort intéressant pour ça. Alors, on va essayer quelque chose de nouveau avec Serge Petit, qui va nous parler de son article et qui, pour ça, va nous partager l'écran. Petit à petit, on va essayer de faire vivre autrement ces webinaires. Serge, qu'est-ce que c'est que les numéras? Voilà. Alors, je partage l'écran, les numéras. Eh bien, les numéras, c'est une fiction pour enseigner les mathématiques au cycle 2. Pourquoi? Pour séparer clairement les apprentissages mathématiques explicites, ceux qu'on fait en classe, de mathématiques qu'on fréquente et qui peuvent tromper l'enseignant, les parents et les profs, etc. Et tout ça, mettre en place un apprentissage, il suffit de le lire, explicite, progressif et structuré des mathématiques. Alors, les numéras sont des personnages qui habitent sur la planète G, qu'on voit ici, et il y a des numéras à numéros, de RA0 à RA9 au début. Et ces numéras à numéros, comme RA3, ont des contraintes. Et ces contraintes ont un intérêt mathématique. Il sait compter et dénombrer jusqu'à 3. C'est pas pareil, compter et dénombrer. Et il peut transporter exactement 3 objets. Ça permet de résoudre des tas de problèmes sous contrainte. Il y a des numéras sans numéros, comme ces deux savants, CRNS, cherchera, notre savant est Rameau. L'un est spécialiste de la linguistique et l'autre des sciences. Il y a Vendra, personnage essentiel, c'est à lui qu'on passera des commandes. Il a mauvais caractère et Vendra impose ses contraintes pour passer des commandes, ce qui va contraindre les élèves, via les numéras, à faire des mathématiques. Il y a les RAZ. Alors les RAZ, ça c'est formidable parce que les élèves adorent les RAZ. Pourquoi ils sont appelés RAZ? Parce qu'ils aident toujours les autres. Et l'entraide est une valeur essentielle développée tout au long de l'ouvrage. Il y a d'autres personnages, comme le sinistre au sombre, qui ne supporte pas du tout la solidarité, l'entraide, et il veut bouffer des RAZ en permanence. Il veut les dévorer. Alors, les numéras donc, sont placés en situation de problème. Ils connaissent les nombres que 0,9. Vous voyez bien qu'ici, il y a beaucoup plus. Donc, ils vont essayer de sauver, et c'est en coopérant qu'ils vont réussir à sauver les RAZ. La coopération, vous voyez, à 3, ils passent une commande, ils vont sauver les RAZ. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, cette coopération. Et puis, la langue. La langue est présente partout, partout. Les spécificités mathématiques de la langue sont en permanence une préoccupation des auteurs, parce que c'est important. Voilà, quelques généralités. On pourrait dire que c'est une approche tout à fait novatrice de l'enseignement des mathématiques. Il suffit de se rendre sur le site marqué en bas pour s'en rendre compte. Eh bien, voilà. La différenciation, elle est très aisée, apportée directement par l'histoire et tout ça. Ce n'est pas un enseignement en strate CP, CE1, CE2, c'est un enseignement vraiment prévu en cycle.
Alors, les problèmes, on ne parle pas de problèmes, mais il y a des problèmes partout qu'on appelle des missions, et ça, les enfants s'emparent des missions qui sont de réels problèmes et des problèmes très variés. Est-ce une méthode qui relève de la résistance? Peut-être pas, puisqu'elle est totalement conforme au programme, y compris la géométrie des grandeurs à la mesure, pas parce qu'on s'appelle numéra, un POCOP de numération, qu'on ne fait pas de géométrie de grandeur ou de mesure. Par contre, elle néglige totalement, elle ignore les attendus par niveau et les évaluations de mi-CP, par exemple, aussi. C'est une méthode qui permet aux élèves d'éprouver du plaisir, aux enseignants aussi, j'en ai encore eu des témoignages cette semaine. C'est une méthode qui donne du temps aux élèves, en inscrivant dans le cycle, en ne se pressant pas trop. Elle permet une acculturation mathématique. Et l'acculturation mathématique, rentrer dans la culture mathématique avant d'aller apprendre d'autres choses, avec des éléments très simples. Et c'est une méthode qui est le fruit d'un travail de coopération entre ces trois personnes, une spécialiste des sciences du langage, une PEMF, qui a osé mettre en place en classe la méthode au fur et à mesure qu'elle était écrite, et un matheux. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je répondrai aux questions s'il y en a. Et tu nous rends l'écran. Je vous rends l'écran. Alors là, j'ai un petit problème. Comment est-ce qu'on rend l'écran? Alors attends, je dois pouvoir le faire moi aussi. Voilà, ça y est. En 3 mots, Serge, compter, dénombrer, tu peux... Ah ben, je pense que Claire en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'elle va parler de rémunération, mais compter, c'est dire une comptine 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, etc. Compter, c'est à mettre en lien avec la comptine, avec le fait de réciter quelque chose. Amsterdam, etc. Et dénombrer, c'est trouver le nombre total d'éléments d'une collection. Le dé indique une finitude, quelque chose. On va jusqu'au bout du nombre qu'on peut assigner, du nombre d'éléments qu'on peut assigner à une collection. C'est ça, dénombrer. Et dénombrer, il y a différentes façons de dénombrer. Et on dénombre en se fondant sur le cardinal, c'est-à-dire 2, 2 et 3, 5, 5 et 6. Avec la conclusion, il y a 6 éléments dans la collection. Est-ce que ça répond à la question? Surtout, c'est une question qu'on va à nouveau aborder, je pense, dans le cours de ce webinaire, parce que c'est une question fondamentale. Et donc, on reverra ça. Et Sylvie, tu as écrit un article aussi qui est sur le site, et tu affrontes le problème du faible niveau des adultes et des élèves français en mathématiques en identifiant 6 problèmes. Mais tu as l'honnêteté de rajouter 6 problèmes au moins. Alors, quels sont-ils? Et à la fin, on va d'ailleurs faire un petit sondage pour voir comment ça se passe. Sylvie. Oui, 6 points problématiques. Un des premiers, je dirais qu'ils ne sont pas ordonnés, je dirais, il n'y en a pas un plus important que les autres. Je pense que c'est très systémique. Mais un des problèmes, ça peut être le problème du recrutement, puisqu'on a tendance à former les enseignants avant de les recruter sur concours. Donc, le résultat, c'est que la formation initiale, c'est plutôt une formation au concours qu'une formation professionnelle. C'est-à-dire que les savoirs didactiques, les étudiants sont capables de les restituer le jour du concours, ils sont même capables de le restituer dans la formation et d'en parler, comme par exemple, ils sont capables d'expliquer la différence entre dénombrer et calculer, et puis compter, ils vont savoir. Mais par contre, ils ont besoin de cette expérience sur le terrain pour qu'en situation, dans l'ajustement auprès de l'activité de l'élève, il soit capable de le mettre en place, d'utiliser les bons mots, de le faire. Un deuxième point, c'est le fait que dans notre société française, on a tendance à associer mathématiques et un certain niveau d'intelligence statique. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple dans l'article sur les troubles arithmétiques, un élève qui ne réussit pas une tâche, ça ne signifie pas qu'il n'a pas construit le concept mathématique. Par exemple, je prends souvent cet exemple d'un enfant qui serait dyspraxique, qui peut très bien avoir compris le protocole de tracé d'une perpendiculaire à une droite passant par un point, mais être incapable de le réaliser lui-même. Par contre, il peut dicter à un camarade pour qu'il soit capable de le faire. Se dire nul en maths, en définitive, ça amène à s'imaginer moins intelligent, une sorte de dépréciation. Gwenaëlle Le Gavel en parle aussi dans son article en disant que finalement, ça devient comme un sésame. Une fois qu'on a dit qu'on était nul en maths, on a tout dit, on peut ne pas faire. Un autre aspect, c'est l'enseignement par empilement. Plutôt que par compétence et par résolution d'énigmes, comme disait Serge. En fin de compte, les problèmes, ils arrivent souvent comme des aboutissements et pas comme des moteurs. Donc, on voit ça tout au long du dossier. Le moteur de l'apprentissage, c'est le questionnement. Pourquoi les bouches d'égout sont-elles rondes? Pourquoi j'ai plus de chances de gagner si je joue comme ça? Pourquoi les quadrilatères, ils peuvent paver? Pourquoi 1 heure, ça fait 60 minutes? Enfin, voilà. Donc, ça devient difficile de définir justement des fondamentaux dans ces cas-là, puisque
On peut avoir des élèves qui s'emparent de choses extrêmement complexes. Et puis, l'enseignant va lui dire non, on verra ça plus tard parce que ce n'est pas dans le programme, quoi. Donc, voilà, cette histoire de progression, de progressivité, d'organisation des savoirs. Un autre aspect, c'est la difficulté de comprendre la discipline finalement, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait faire, on les a complètement incarnées. Donc, on prenait l'exemple du dénombrement. Enseigner à un enfant de cycle 1 ce qu'est une quantité, c'est pas du tout simple, quoi, parce qu'on a tellement incorporé ça, mais même au second degré, on voit qu'il y a des notions qui ont été étudiées en post-bac et qui sont dans un paradigme qui est complètement différent de la manière dont ils se sont constitués au départ. Alors, on le voit dans un article sur la pensée algébrique, par exemple, le early algebra, il peut s'apprendre dès la maternelle. Un autre aspect encore, c'est qu'on a souvent tout un tas de savoirs qui ne sont pas enseignés, ce qu'on pourrait appeler des savoirs un peu paramathématiques. C'est-à-dire que dans une tâche mathématique, on peut être amené à mobiliser des compétences qui relèvent de littératie, par exemple. Et la confusion amène à ce qu'on soit vraiment en difficulté pour aider un élève parce qu'on ne l'aide pas finalement là où il a sa difficulté. Alors ça, on le voit bien aussi dans l'article sur il y a un loup dans la question, puisque les élèves sont amenés à écrire des problèmes et on s'aperçoit qu'il y a des malentendus culturels, identitaires, cognitifs autour de ce que c'est qu'un problème en mathématiques. Et puis, un des derniers points que je souligne, c'est la formation continue qui est insuffisante parce que pour moi, elle doit permettre de travailler justement à la recherche, à participer à cette innovation. Là, on le voit tout au long du dossier, en fin de compte, tout ce qui est innovation, c'est toujours émanant d'un collectif avec des personnes qui ont des compétences dans différents domaines, qui se mettent ensemble pour essayer de résoudre des problèmes. Et ça, vraiment, je trouve qu'on n'a pas suffisamment la possibilité de le faire dans l'institution telle qu'elle est faite, puisqu'on peut même avoir quelquefois une institution qui empêche ces regroupements et ces collaborations, ne serait-ce que par des problèmes d'horaire, d'autorisation. Oui, on va y revenir, je pense. Et tu commences ton article par une anecdote qui peut se retranscrire par ce sondage que je vais faire. J'ai oublié de mettre un titre au sondage. Il va apparaître sous la forme sondage sans titre. C'est une question. Vous aurez 10 secondes pour y répondre. On passe à la caisse. Aurons-nous assez avec 2 bons d'achat de 9 € pour acheter un vêtement à 19,99 €? Je lance le sondage. Vous répondez oui ou non. Vous avez 10 secondes. Alors, je vous ai même laissé 14 ou 15 secondes. Donc, est-ce qu'on aura assez avec 2 bons d'achat de 9 € pour acheter un vêtement à 19,99 €? Serge, avec un esprit mal tourné, m'a dit de mettre une difficulté dans la question parce que j'ai écrit 9 € en lettres et 19,99 € en chiffres. 2 x 9, 18. Est-ce qu'on aura assez? Non. Les résultats du sondage, c'est 71% qui disent non, 29% qui disent oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce sondage comme conclusion? Rien, finalement, parce que je ne vous ai pas préparé, parce que la question a été posée de façon à ce qu'il y ait une faute. Voilà, c'était juste pour ce petit piège. Et Sylvie, je ne sais pas si ça correspond aux statistiques que tu relèves dans ton article, c'était 3 personnes qui n'arrivaient pas à répondre, la caissière, et je ne sais plus, c'était… Oui, en fin de compte, c'est quelque chose que j'ai vécu dans un supermarché. Et puis, il y avait une maman, je dirais, à la quarantaine d'années, sa fille qui devait bien être en 4e, je dirais. Et puis, l'hôtesse qui, à la caisse, devait avoir 20 ans. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens qui n'ont pas eu la même formation mathématique, pas le même enseignement. Et donc, la maman demande est-ce que tu crois qu'on aura assez avec nos 2 bons à 9 €? Donc, je voyais bien l'étiquette de l'article qui était donc à 19,99. Et la fille lui a répondu ça va, moi je suis plus en cours de maths là. Ça... Et l'hôtesse de caisse a dit ne vous inquiétez pas, et elle a tapé sur sa caisse pour essayer d'avoir la réponse. Et je me suis dit on a loupé quelque chose quand même, parce que si aucun des 3 n'est capable de répondre à cette question-là, voilà, je pense que les mathématiques dont on aurait besoin dans la vie de tous les jours, c'est des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Et l'élève de quatrième, enfin la jeune fille en plus, n'a pas fait le lien entre les mathématiques et la vie réelle, quoi. Les mathématiques finalement ne servent qu'au collège et non pas dans la vie réelle. Alors, est-ce que ça pose les questions des fondamentaux? Peut-être d'abord, avant de passer aux fondamentaux, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, Cyril et Ben, sur le chat? C'est très Oui, calme. alors, il y avait un petit retour de Rachel sur le dénombrement avec les comptines qui donnent l'impression que l'on sait compter alors que l'on dénombre au lieu de compter. Et dans les souvenirs, des souvenirs d'enseignants qui sont soit plutôt négatifs, puisque les mathématiques serviraient à la sélection, ou au contraire des souvenirs positifs avec des profs engagés. Mais c'est très calme, comme le disait Ben, n'hésitez pas à réagir. Ben, tu veux dire qu'il t'a coupé la parole? Non, non, absolument On pas. n'a rien à dire. Il est absolument exhaustif. Bon, voilà. Serge, qu'est-ce que c'est que les fondamentaux mathématiques? Alors, c'est un petit peu compliqué à définir, je pense, et je pense que ça peut disperser l'ensemble des gens qui veulent y réfléchir. Moi, j'aurais envie de dire qu'il y a deux types de fondamentaux mathématiques. Ceux qui relèvent de l'attitude de l'enseignant, donc qui sont liés à la matière elle-même. L'enseignant doit viser le développement de l'appétence des élèves pour les mathématiques, tout à fait fondamental. Ça vaut peut-être pour les autres matières aussi. Il doit faire de véritables mathématiques avec ses élèves et pas faire un travail de surface. Donc, il faut enseigner en donnant du sens auquel le bon sens, j'ai envie de dire, est totalement étranger. On n'enseigne pas les mathématiques en référence à un quelconque bon sens, mais à la matière elle-même et à sa didactique. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Alors, les fondamentaux liés aux mathématiques elles-mêmes, j'ai envie de dire, elles sont déjà un petit peu dans les programmes, puisqu'il y a 6 verbes qui gouvernent les programmes de mathématiques, qui figurent dans le Wikipédia des programmes, et ils sont importants. Et ces verbes ne font référence à aucun contenu mathématique, à des attitudes qu'il convient de développer. Et l'un d'eux, le verbe représenter, par exemple, me semble être quelque chose, un point clé, absolument clé en mathématiques, parce qu'en effet, on ne peut pas confondre signifiant la forme de ce qui est écrit, par exemple, et signifier le concept ou le sens. Confondre ces deux aspects-là, qu'on manipule en permanence en mathématiques, conduit à des difficultés d'apprentissage terribles. On peut penser en regardant les égalités quand il y a des écritures décimales et des écritures fractionnaires. De même, ne pas enseigner explicitement des concepts comme le zéro ou comme l'égalité. L'égalité est très rarement enseignée, or c'est un concept fondamental. Si on n'a pas compris ce qu'est l'égalité, on ne peut pas faire des mathématiques proprement. Il y a d'autres choses, et on le remarque aussi dans les évaluations internationales, être capable de passer d'une situation concrète à un texte, à un énoncé de problème, à une représentation graphique, à un schéma. Être capable d'articuler ces différents types de représentations, c'est quelque chose qui me semble tout à fait fondamental. Et par-dessus tout, l'apprentissage de la langue en contexte mathématique. La langue des mathématiques elle-même, il y a des exceptions qu'on trouve en mathématiques et pas dans la langue usuelle. Et les deux peuvent s'opposer et conduire à des confusions. Comme par Alors, le exemple, calcul, comme par exemple là tout de suite, j'en aurais plein, mais ça va revenir. oui, ça va me revenir, oui, oui. Alors, je dirais que le calcul, c'est quelque chose d'important aussi. Il est important en ligne. Le calcul mental est fondamental. Par exemple, être capable de fournir très rapidement un ordre de grandeur d'un résultat, ça me semble essentiel. L'usage de la potence, pour prendre un exemple, pour effectuer une division, ne l'est à mon avis pas du tout et peut même se révéler dangereux. De même que enseigner de façon trop précoce des algorithmes de soustraction, de choses comme ça. Et la potence en division, il faut vraiment s'en méfier parce que la potence tue. Voilà. Donc, alors des exemples, eh bien, il y a le ou en mathématiques, pour un exemple tout à fait simple. Le ou en mathématiques est inclusif, le ou dans la vie courante est exclusif. Je bois de l'eau ou du vin, moi j'aime bien boire de l'eau et du vin. Quand je dis, moi, prof de maths, que je bois de l'eau ou du vin, j'ai un verre d'eau et un verre de vin, mais je n'ai pas qu'un verre de vin ou qu'un verre d'eau. Pour prendre un exemple trivial. Oui. Est-ce que ça... Voilà. Oui, il y a d'autres exemples qui sont dits dans le chat, Ben. Il y en aura plein, il y en aura plein. Là, je suis un petit peu... Voilà. La potence tue. Pardon? La potence tue, c'est la bien potence tue. Ah oui, la potence oui. tue. Ah oui, ah oui. Une expression à garder. La potence tue. Je pense que voilà, c'est très bien.
Claire, tu écris dans ce numéro dans ce dossier un article très émouvant puisqu'il évoque l'enseignement et l'apport d'un grand pédagogue des mathématiques qui était Rémi Briciot, disparu il y a presque un an, jour pour jour, et qui a beaucoup travaillé sur le comptage, numérotage et comptage dénombrement que nous avons déjà un peu évoqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'était important pour moi, effectivement, j'étais très heureuse de pouvoir le faire, de rendre hommage à Rémi qui en fait écrivait un article pour nous encore très peu de temps avant sa mort et on avait communiqué là-dessus. En fait, Rémi, il a énormément travaillé toute sa vie sur en particulier l'accès au nombre, le nombre par le calcul, toujours lié justement au calcul, c'est-à-dire le nombre pour le calcul et le calcul pour le nombre en interaction. Il est particulièrement célèbre auprès des collègues et de parents d'élèves avec ses ouvrages comme Premier pas vers les maths ou Apprendre à calculer à l'école, qui justement reprennent pas mal de choses là-dessus. Alors on a parlé tout à l'heure effectivement de la différence entre comptage et dénombrement. Rémi Briciot, il parlait beaucoup du numérotage, en fait, du comptage numérotage et du comptage dénombrement, avec l'idée de la file numérique, en fait, de pouvoir énoncer, enfin liée à la file numérique, de pouvoir énoncer les nombres les uns après les autres. Rémi Briciot. Et, et il parlait aussi du comptage dénombrement qui permet de vraiment pouvoir accéder au calcul. Un exemple qu'il prenait souvent était celui des enfants qui savent chantonner leur comptine, en fait, avec ou sans musique, et dont on dit parfois que bah, du coup, ils savent compter, et en fait, ils ne savent pas compter, ils savent leur petite récitation mathématique. Et il prenait comme exemple un enfant à qui on demande, par exemple, en maternelle, 4 petites voitures, qui nous en donne 4 en disant 1, 2, 3, 4, et classiquement qui répète 4, parce qu'on lui a appris à réénoncer le dernier mot nombre. Et puis Rémi disait à l'enfant, ben, oh, je me suis trompée, en fait j'en voulais 5. Et puis il observait ce que faisait l'enfant. Et donc là, on peut avoir comme cas de figure un enfant qui remet toutes les voitures dans le bac à voiture et puis qui recommence du début jusqu'à 5. Et là, manifestement, c'est un enfant qui s'appuie sur des routines et sa comptine numérique, mais qui ne sait pas, qui ne manipule pas correctement encore le nombre. Et c'est pas grave, il est encore petit, Et tu veux puisqu'il dire n'est par pas là que capable d'ajouter une voiture aux 4 voitures qu'il avait déjà. tu veux dire par là qu'il n'a pas la notion de quantité, en fait. Alors là, tu sais, moi, je suis pas chercheuse, hein, donc ça, je ne saurais pas te répondre et je ne veux pas surtout. D'accord. Je veux bien rester à ma place. Je Mais en pense tout que cas, il ne manipule pas le nombre de façon suffisamment encore profonde. Serge, tu y reviendras peut-être dessus après. Continue, pardon Claire, je t'ai interrompu. Et l'autre chose que je voulais dire à propos justement de Rémi, c'est que sur la fin de sa vie, justement, Rémi Briciot, il avait transformé Picbille, même si Picbille reste toujours valide par elle-même comme méthode, pour concevoir les noumes. Donc, il y a une méthode qui s'appuie aussi sur le numérique, mais pas seulement. Il n'y a pas forcément besoin de numérique d'ailleurs pour l'utiliser. Et ce qui était très intéressant, je trouve, c'est qu'il avait fait un mix de tout ce qu'il avait rencontré, y compris des éléments de la méthode de Singapour, contre laquelle il pestait pas mal par ailleurs, et quand Rémi pestait, on l'entendait bien, y compris les règles cuisinaires, etc. Et il avait justement élaboré les noms à partir de ça. Et dans l'article 4 lapins dans la chambre 205, qui est donc l'article qui évoque Rémi, il y a justement des références aux noms qui constituent une méthode que je pense aussi être très intéressante justement pour enrichir nos supports didactiques. Merci. Tu voulais réagir, Serge? oui, c'était par rapport à la quantité. Je me méfie beaucoup de ce mot quantité en mathématiques. Je préfère le cardinal d'une collection, le nombre d'éléments d'une collection, parce que les enfants très tôt, entre beaucoup de chocolat d'un côté et très peu de l'autre, s'ils aiment le chocolat, ils sauront quelle tâche choisir. Oui, oui. Bon, moi je suis professeur. Indépendamment de toute considération numérique, etc. Oui, c'est ça. Moi je suis professeur de mathématiques. J'ai aussi choisi mon camp. Moi je voudrais évoquer Jacques Némier aussi, qui a été un grand pédagogue des mathématiques. Je me demande si son site, qui avait un beau nom que j'ai oublié, existe encore. Et il y avait entre autres une bibliographie pédagogique extraordinaire. Et c'est un site qui, il y a quelques années, me servait beaucoup
en tant que professeur de musique, j'entends souvent, mais monsieur, la musique, ça sert à rien. Et Baptiste, toi, tu écris un article euh, qui montre que les maths ne servent à rien, sur un problème qui ne sert à rien, à partir d'un algorithme qui sert à rien lui aussi. Et pourtant, ça permet de travailler une foule de compétences, tout cela, et c'est passionnant. Ça sert à quoi les maths, Baptiste? Oui, en fait, dans cet article, je voulais prendre un petit peu le contre-pied parce qu'on a d'autres articles très intéressants qui expliquent comment montrer comment les mathématiques sont présentes dans le quotidien des élèves, dans notre quotidien, euh, et voilà, l'intérêt. C'est vrai qu'à la question des élèves, à quoi ça sert les maths, la première réaction, le premier réflexe, c'est de dire, bah si, tu as besoin de savoir compter, tu as besoin de savoir calculer, regarde, dans la vie de tous les jours, il y a des maths, etc. Et là, je voulais prendre un peu le contre-pied qu'un objet mathématique, pour le coup, qui est plus une curiosité mathématique, une curiosité arithmétique, qui, pour le coup, ne sert à rien dans la vie de tous les jours. Mais donc là, c'est dans le cadre des ateliers Mathengine, qui sont du nom de l'association Mathengine, donc avec des élèves volontaires, mais c'est un problème qui pourrait être posé dans n'importe quelle classe, et je dirais dans n'importe quel niveau. Le tout est de savoir faire des multiplications et des additions. Et ce qui était intéressant, c'est je voulais montrer que l'objet mathématique en lui-même, on s'en importe peu. Par contre, les élèves ont beaucoup cherché, ont raisonné, ont émis des conjectures, ont pris confiance en eux, ont été valorisés parce qu'ils ont trouvé des choses. Et donc, en fait, c'est ça qui était fondamental, c'est-à-dire tout ce qui, à côté des mathématiques, toutes les compétences que les mathématiques développent, indépendamment de l'objet mathématique en lui-même qui est travaillé. Et ça, je dis souvent ça aux élèves. C'est vrai que j'aime bien leur dire en classe, à part vous embêter, ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire là? Et dit, bah, voyez, là, c'est cette compétence-là. Si vous apprenez à modéliser, c'est hyper important. Vous allez peut-être devoir le faire ou à raisonner. Vous allez peut-être devoir le faire dans votre métier plus tard, mais ce ne sera pas avec des mathématiques. Ce sera avec autre chose. Mais vous aurez appris à. Vous aurez développé la compétence à. Et ça, je pense que ça fait partie de ce qu'on doit expliciter aux élèves. Donc, c'est vrai que là, dans le cadre de l'article qui est sur le site, ça va encore plus loin, vu que dans le cadre des ateliers Mathengine, les élèves donc, sont en recherche pendant une heure hebdomadaire, mais pendant plusieurs mois, sur un sujet qui est donné par un chercheur en mathématiques, et on les emmène en congrès de maths à la fin de l'année, où ils sont dans un amphithéâtre avec un vidéoprojecteur, un micro, et puis ils doivent présenter leurs recherches à des chercheurs, à d'autres profs, à d'autres élèves. Donc, il y a toute une partie aussi valorisation de ce qu'ils sont capables de faire, leur donnant envie de goût pour les maths, de goût pour les études. Donc, il y a plein de choses, quoi. Mais c'était l'idée de montrer que voilà, il faut des fois aussi se détacher de l'objet mathématique en lui-même et toutes les compétences qu'on peut travailler derrière. Merci Baptiste. Merci Ben, tu as retrouvé le site de Jacques Nimier qui s'appelle Pédagopsie. Je ne sais pas s'il est encore en ligne et je vous recommande sur ce site son rapport d'inspection, qui est un rapport d'inspection il était tout jeune professeur au tout début des années 70, peut-être même avant. Et un très beau rapport d'inspection où en fait l'inspecteur s'aperçoit que le professeur ne travaille quasiment pas, mais que son cours doit être intéressant puisque ses élèves, eux, travaillent beaucoup et il les fait travailler en groupe, il les fait travailler en coopération. C'est vraiment un personnage important. Je voudrais vous montrer 3 images en fait à chacun. Vous pouvez réagir dans le chat. Je vais les montrer. Alors la première, excusez-moi, je vais passer tout de suite. Voilà. Donc je vous passe ces 3 images. Voici la première. Et je vais vous demander à chacun de réagir sur une, 2 ou 3 images. Vous faites ce que vous voulez. Pardon, je n'arrive pas à avancer à la deuxième. Voici la deuxième. Et voici la troisième. Voilà, qui veut réagir Claire, peut-être? Ou quelqu'un d'autre. Je peux toujours réagir, tu sais. Je fais des efforts considérables pour ne pas la ramener tout le temps. Je vous remonte les 3 en même temps. Vas-y. Hein. Je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Bon, d'abord, elles sont de saison, ces images, donc ça tombe bien. Joyeux Noël, il fait froid, tout ça. Et en fait, on parlait au début de la beauté des mathématiques et en même temps du bonheur de pouvoir faire des mathématiques. Et puis Baptiste, il parlait là à l'instant de cette question, les maths à quoi ça sert, qui devrait jamais d'ailleurs nous heurter en classe.
c'est complètement légitime que des élèves disent ça. Et là, avec ces 3 images-là, on a vraiment une illustration qui est extra parce qu'on a en même temps la beauté, la poésie du flocon. Et puis, à partir de ce flocon, justement, qui est tout à fait concret, et en plus qui permet de nourrir l'imaginaire, la créativité, on peut faire des liens avec des tas de choses, et ben voilà, on s'abstrait au fur et à mesure, on modélise, jusqu'à aller chercher un modèle mathématique qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a un très joli livre d'ailleurs d'Étienne Gis sur les flocons de neige qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui retrace toute une histoire. Et c'est intéressant de voir comme des personnes qui n'étaient pas du tout des matheux ont pu effectuer un travail qui, finalement, qui se rapproche, qui a nourri un travail de matheux et dont on a pu s'emparer pour travailler aussi. Et ça rappelle aussi que les maths, c'est une grande histoire humaine, que ce n'est pas les maths qui nous dominent, que nous les construisons aussi, que nous nous y épanouissons et que nous vivons avec. On va essayer de faire des réponses courtes. Je ne sais pas, Baptiste. Je dis au hasard. Pour faire beaucoup plus court, du coup, le côté montrer que les maths c'est beau. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter de cette manière-là, de montrer que les maths aussi, c'est ce qui permet de modéliser le monde aussi et de modéliser la vie réelle. Et une fois qu'on a réussi à le modéliser, on peut aller même plus loin parce qu'avec cette idée de fractal, on peut tendre vers l'infini et du coup s'interroger. On n'a pas de limite en mathématiques. On sait faire des choses qu'on ne pourrait pas faire concrètement dans le réel, mais dans le monde des mathématiques, on peut y aller, on peut foncer, c'est possible. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je vais peut-être réagir un peu à côté, mais parce que tout à l'heure, il y a eu une réaction dans le chat sur donner du sens. Est-ce que c'est uniquement utiliser les mathématiques dans des problèmes de la vie réelle? Et je trouve que le sens, il se crée aussi à l'intérieur même des mathématiques de façon assez abstraite, c'est-à-dire que là, dans les 3 images, il y a d'une part, on peut regarder la nature qui nous entoure et puis essayer d'utiliser des représentations mathématiques pour essayer de comprendre, mais on a aussi ce jeu qu'on peut faire par exemple avec de la programmation, puis voir ce que ça va donner et puis de jouer avec quelque chose de complètement abstrait. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre les élèves les plus en difficulté dans des mathématiques, j'ai envie de dire, plus concrètes, comme si ce n'était pas accessible pour eux. Alors, je voudrais rebondir sur l'idée de Math Engine parce que moi, j'étais dans un collège REP dans lequel le principal m'avait dit ce serait bien, Madame Gros, que vous fassiez un atelier Math Engine pour les bons élèves, pour qu'ils aient le midi l'occasion d'avoir quelque chose qui les tire vers le haut, quoi. Et donc, on a ouvert un atelier Math Engine, sauf que c'est les élèves qui étaient les plus en difficulté qui sont venus parce que ils avaient l'habitude avec moi de travailler des problèmes en classe et que c'était un sacré challenge, quoi. Et en fin de compte, les bons élèves, ils sont pas venus là parce que c'était peut-être même trop créatif et trop voilà, eux ils étaient bons avec des maths scolaires où il fallait appliquer et ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Donc voilà, donc moi je suis un pur fruit des mathématiques modernes. J'ai appris des choses complètement abstraites et je pense que c'est une façon de s'évader aussi et que voilà, là aussi on peut avoir de la et du sens et créer du sens à l'intérieur même. Moi, ça fait partie de mes regrets d'adulte de ne pas comprendre cela, en fait. Pas exactement, de ne pas avoir eu le niveau mathématique suffisant pour le vivre. Enfin, quand j'entends des gens dire la poésie des mathématiques, j'ai jamais malheureusement pu adhérer à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Réserver aux élèves de faible niveau des mathématiques uniquement pratiques pour qu'ils puissent travailler dans tel endroit, non, c'est exactement l'inverse. De même, la musique ne doit pas être réservée à une élite, mais pouvoir être diffusée à tout le monde. Alors, je ne sais plus, Serge. Oui, alors moi j'y vois le côté... Rapidement, s'il te plaît. Hein. Oui, ça va être rapide. Beau et éphémère du flocon de neige versus le côté beau et éternel des mathématiques. Ah J'étais oui, court, hein? Oui, mais c'est magnifique. Merci. Ben?
Oui, ben, ça me fait justement rebondir du coup sur le chat parce que Marion, par exemple, rappelle le principe des balades mathématiques en élémentaire et en maternelle qu'on peut faire, où on va essayer justement d'allier c'est voilà, ce dilemme entre maths fondamentales et maths appliquées, où on essaie de rendre les élèves curieux et puis questionneurs surtout. Voilà, donc moi, ça me fait penser à ça, ce flocon, c'est-à-dire, voilà, les maths peuvent être autour de nous, quoi. Cyril? Pour éviter d'être redondant, je dirais qu'avec les mathématiques, on arrive à modéliser le monde et puis on s'aperçoit que le monde est étrangement mathématique. Donc il y a un lien sans doute à faire entre les mathématiques et la philosophie. Est-ce que le monde est tout mathématique ou est-ce que c'est une invention de l'homme ou est-ce que... Voilà. Ah bah écoute, je vais C'est pas un grand t'apporter de débat. réponse. Ah oui, mais je ne vais pas t'apporter de réponse, mais tu me tends une perche pour dire ce que j'en pense moi-même. En fait, il y a trois représentations du monde pour moi dans ces trois dessins. Il y a une représentation qui est une représentation où on compte le monde, enfin avec des chiffres, voilà, qui serait la représentation de la première image. Une deuxième représentation où on le dessine, donc cette fractale, et une représentation où on l'observe. Et il en manque une de représentation qui serait une représentation sensible. Et c'est le deuxième webinaire à la suite qui me permet d'aborder ceci. La musique faisait partie de ce qu'on appelle les disciplines scientifiques au Moyen Âge. Alors, on n'appelait pas ça discipline scientifique. Je pense donc au quadrivium dans les arts libéraux. Et la musique était la quatrième représentation du monde qui était la représentation sensible. On faisait entendre le monde. Et c'est pour ça que ces trois images à la suite m'ont semblé vraiment intéressantes à, à faire, à montrer. Euh, on a déjà rapidement abordé le sujet, mais je pense qu'il faut s'y étendre maintenant parce que ça fait partie de... Et vous pourrez les uns et les autres rebondir évidemment sur ce qui va être dit. Sylvie, il faut parler de la situation initiale des enseignants, surtout avec les dernières réformes, je pense. Qu'est-ce que tu peux en dire, voir qu'est-ce que tu en penses, enfin. Oui, bah, la formation initiale elle reste très compliquée, hein, toujours par le fait que les étudiants, finalement, ils ont trois enjeux. Ils doivent avoir un master, il faut qu'ils aient le concours, il faut qu'ils soient embauchés. Et ces trois enjeux, en fin de compte, relèvent de règles qui sont différentes quand elles ne sont pas contradictoires. Et suivant les niveaux, les questions vont se poser différemment, mais dans les questions qui étaient posées par les participants, il y avait comment on fait quand on n'a pas une formation scientifique pour devenir enseignant du premier degré. Eh bien, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un cursus purement scientifique, mais ce qu'il faut avant tout, c'est s'ouvrir à la didactique des mathématiques et puis ne pas avoir peur ni transmettre éventuellement j'allais dire presque un dégoût des mathématiques que peuvent avoir certains étudiants parce que dans leur scolarité, les évaluations les ont peut-être mis en difficulté, quoi. Donc, de remettre, de réautoriser les étudiants à oser essayer, parler des mathématiques sans qu'ils aient peur de l'erreur. Et puis au second degré, le problème, il est presque inverse. C'est essayer de se dégager des paradigmes dans lesquels ils sont en train de travailler, eux, en tant que mathématiciens, pour revenir sur quelque chose de plus basique. Je prends juste l'exemple de la géométrie. C'est vrai que dans les études supérieures, on est dans des études où on va parler de géométrie dans R3 avec des équations, etc. Et revenir à l'idée que au cycle 4, on doit faire le passage entre la géométrie de la perception et la géométrie des propriétés. Ce n'est pas du tout évident de savoir comment on va ancrer les savoirs. Et puis l'autre aspect que j'avais envie de dire aussi, c'est que la formation, elle a du mal à faire du lien entre les différentes entrées qu'on peut avoir pour analyser nos pratiques. Et on s'aperçoit que très souvent, en formation initiale, nos étudiants, ils ont du mal à analyser du point de vue didactique la situation, tant la gestion de classe, par exemple, tout ce qui va être pédagogique va primer sur leurs premières observations. Donc, réussir à analyser didactiquement une situation, c'est quelque chose qui s'apprend dans la durée et la formation est trop courte pour ça, quoi. Oui, et puis là, on est dans la formation continue. Et justement, concernant cette formation continue, Claire, il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis 1 an, 2 ans, je ne sais plus, qui est dans le premier degré, qui est le concept de constellation, qui m'a fait réagir, moi, mais pour une raison que je n'avais pas comprise. Et le hasard fait que... Enfin non, tu n'es pas à l'origine, mais
tu as participé au terme, à l'appropriation du terme constellation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette constellation dans le premier degré? En fait, le rapport d'Ilan Torossian, qui s'est transformé en plan maths par la suite, a proposé une modalité de formation qui a déjà existé d'ailleurs et été proposée préalablement, mais qui là s'est vraiment mise en route, dans laquelle l'idée c'était que des enseignants du premier degré se regroupent soit au sein d'un établissement, soit au travers de plusieurs établissements quand ils sont éloignés, pour travailler sur un même thème, accompagné par un formateur, et que ce thème émerge de leurs propres besoins. Et que le formateur se déplace justement là où exercent ses collègues pour pouvoir vraiment travailler avec eux. Il y avait vraiment une idée très forte, enfin il y a une idée très forte d'accompagnement. C'est une modalité qui est très intéressante, qui, à mon avis, peut faire considérablement avancer les choses. La difficulté à laquelle on se heurte, c'est que le déploiement sur le territoire est extrêmement variable, selon en particulier les souhaits, les envies, les besoins et les nécessités des cadres, des IEN sur place, quoi. Mais voilà, c'était vraiment effectivement une idée de travail en collaboration, en collectif, pour en même temps apporter des éléments de recherche avec une grande ambition et être dans le concret, dans le quotidien des enseignants et au plus près de leur métier. Oui, Jean-Michel cite Galilée dans le chat, et je rappelle que le père de Galilée était musicien et que c'est en comptant les unités de musique pendant que son père jouait qu'il faisait ses expériences d'objets qui roulaient sur des points inclinés, etc., etc. Ça peut avoir des inconvénients, ces constellations, ça peut bloquer des choses peut-être. C'est quoi les conditions pour que ça fonctionne bien? Je ne sais pas La si quelqu'un confiance. veut rebondir là-dessus. Moi, j'ai envie de dire Serge. que pour que ça fonctionne bien, il faut que ça parte du volontariat des enseignants qui sont capables de le faire. Et il faut que ce soit un véritable accompagnement et pas des instructions qu'on doit recevoir sur une thématique donnée. Et qu'il y ait au fond de ça une attitude d'humilité de chacun dans une démarche de recherche-action. On partage, on met sur la table, on réfléchit et on construit ensemble. Oui, c'est ça. Encore une fois, le collectif, quoi, qui construit et qui et sans un apport uniquement vertical à des personnes qui doivent mettre en pratique. Quelqu'un Alors, voit. il y a, Vas-y, je vas-y. préciserai, il faut souvent aussi des apports extérieurs par des spécialistes, mais il ne faut pas imaginer qu'un groupe de professeurs des écoles peut s'auto-former non plus. Donc, les apports extérieurs sont nécessaires. C'est pour ça qu'il y a des RMC ou Oui, d'autres. mais ça devrait être ça, la constellation. La constellation, c'est pas un groupe d'étoiles. C'est un groupe d'étoiles et elles sont toutes à une distance différente. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au même niveau, mais si on les regarde, elles forment, comme disent les marins, un amer. On peut avoir une direction. Si on les regarde ensemble, si toutes les étoiles à distance différente sont regardées de la bonne façon ou observées de la bonne façon, on peut aller dans la bonne direction. Le temps passe à une vitesse folle, mais donc est-ce que quelqu'un veut continuer, veut réagir à nouveau sur Oui, ce... moi je veux bien, Oui. parce que le pendant, j'allais dire, pour le second degré, c'est les labomaths qui essayent de se mettre en place et pour lesquels on a exactement la même problématique, c'est-à-dire que suivant les académies, on va avoir des moyens qui vont être complètement différents et puis une façon de les piloter qui va être très, très différente. En fin de compte, ce qu'on essaye de changer, c'est le fait d'avoir une formation qui soit moins descendante. Mais pour qu'elle ne soit pas descendante, il faudrait qu'on repense le système hiérarchique de notre institution. Et actuellement, je ne vois pas qu'on peut, c'est vraiment essayer de mettre un rond dans un carré et ça ne va pas rentrer, quoi. Donc, plutôt le contraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Et puis, je voulais répondre par rapport au chat où quelqu'un disait mais les enseignants, ils n'ont pas forcément besoin de se former, surtout au premier degré, parce qu'il y a des méthodes clés en main. Donc, ça repose aussi cette question. C'est-à-dire que si on veut que les formations elles viennent des gens du terrain, il faut qu'ils aient aussi les outils pour essayer de comprendre et analyser quels seraient leurs besoins de formation. Et ces outils clés en main, la plupart du temps, ils ne sont pas clés en main.
Si je prends un exemple MHM dans l'académie qui est beaucoup utilisé, sur le site de MHM, il est bien noté que le secret, en fin de compte, de la méthode, c'est qu'il faut absolument avoir de l'expérience et des connaissances didactiques et des compétences professionnelles. Le faire sans feedback, rétroaction, sans avoir lu le guide de la méthode qui explicite tous ces principes, gestes et actions nécessaires, c'est comme faire une recette de cuisine sans connaître la nature de la moitié des ingrédients ou les cuire avec l'emballage. Et en fin de compte, c'est ça le problème, c'est qu'une méthode, elle toute seule, elle n'est pas suffisante, quoi. Il faut ces connaissances derrière. On apprend le piano en lisant une méthode, mais on n'apprend pas la musique, quoi. Voilà, Non. c'est la même image me vient à l'esprit. Tu Et veux là, ajouter quelque chose et puis peut-être Baptiste après. Oui. alors peut-être juste par rapport à Lydie qui dans le chat dit les profs du premier degré sont souvent demandeurs de conseils auprès des collègues de collège, mais là par exemple on initie des constellations au cycle 3 avec des enseignants du premier degré et du second degré réunis ensemble, mais c'est pas du tout évident parce que la culture mathématique n'est pas la même et la culture, j'allais dire, de l'école n'est pas la même, si bien qu'avant que la rencontre se fasse et que finalement on sorte un petit peu de l'idée, les profs du collège ils vont savoir mieux comment il faut enseigner les mathématiques et les profs du primaire ils vont mieux savoir comment gérer la classe parce que c'est l'image voilà, d'Épinal que l'on a, eh bien il y a du chemin à faire parce qu'un enseignant de collège qui n'a pas forcément connaissance de ce que c'est un enfant à l'entrée du cycle 3, il a du mal aussi à concevoir à partir de quoi il va pouvoir bâtir, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Baptiste, tu veux réagir peut-être? Oui, ben, malgré tous ces écueils que Sylvie soulève à juste titre, je pense qu'il y a quand même avec ces laboratoires de maths, enfin, je pense au second degré, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que les collègues, enfin, qu'on saisisse quoi, collectivement. Parce que quand on réfléchit un petit peu à ce qu'est la formation dans le second degré, ben, c'est le plan académique de formation, mais c'est sur volontariat, où on a des collègues qui s'inscrivent bien souvent sur les thèmes qui leur plaisent et qui ne sont pas forcément représentatifs de la difficulté d'un établissement localement. Et puis quand ils reviennent de leur établissement, ben, il n'y a pas forcément de concertation avec les collègues. Ou alors ce sont des formations plus collectives, mais qui font toujours suite à une réforme. Et du coup, elles sont très institutionnelles. Et comme elles font suite en général à des contestations pour diverses raisons qui font que ces formations-là sont un peu, on passe à côté parce qu'on a davantage de collègues qui râlent parce qu'on leur a retiré une heure, on a fait ceci, on a fait cela, plutôt que parler de pédagogie ou de didactique. Et donc, cette idée de laboratoire de mathématiques, il faut espérer qu'on arrive à se les accaparer et à en faire quelque chose qui soit utile pour tous, quoi. Voilà, c'est une note d'espoir un petit peu, parce que ça, en tout cas, ça crée un espace qui n'existait pas jusqu'à présent et dont il faut se prendre en compte. Voilà. Oui. C'est un problème. Je regarde l'heure encore. Si on pouvait essayer, afin d'aborder encore plus de sujets, si on pouvait essayer d'être assez bref maintenant dans nos réponses, Ben ou Cyril, peut-être sur le chat. Ben, disons, il y a une question qui est en lien avec cette partie de la discussion, c'est le fait c'est une remarque dans le chat qui dit que le profil scientifique n'est pas, voilà, n'est pas recruté, en tout cas au premier degré, quoi. Est-ce que c'est pas déjà un problème à la base? Le profil des enseignants, voilà, les enseignants ne sont pas à la base, les enseignants qui sont recrutés actuellement en élémentaire, en maternelle, n'ont pas un profil scientifique. Non, mais si je peux Serge. prendre la Une parole. affirmation. Je pense qu'il y a là quelque chose c'est une remarque qui me semble pas vraiment acceptable. Parce que dire on n'a pas le profil scientifique, donc on va avoir difficulté à enseigner les mathématiques, c'est aussi dire quelque part qu'on n'est pas capable d'apprendre les mathématiques, et on est tous capables d'apprendre des mathématiques. Ça, j'en suis absolument convaincu. On a tous des cerveaux, ça fonctionne. On est peut-être mal rentré dans les mathématiques à certains moments, mais le rôle, à mon avis, des INSPE et de la formation continue, c'est de permettre aux collègues qui n'ont pas les bases en mathématiques peut-être de rentrer dedans et d'y prendre du plaisir, comme disait Claire tout à l'heure. Et je pense que là, on a un gros rôle à jouer. L'institution ne le fait peut-être pas. Oui, c'est ça. Les personnes douées pour, non. Mais c'est dangereux.
Oui, oui, c'est ça. Enfin, on peut commencer la musique à n'importe quel âge. On peut prendre énormément de plaisir en ayant très peu de technique et Oui. voire en ne sachant pas lire la musique. Voilà, on peut faire beaucoup de choses très très bien. Je suis complètement d'accord. Et Mais, actuellement, il y a une Pardon, mais peut-être que justement, si on parle de la réforme du lycée, j'allais y venir, oui. ça peut être inquiétant du fait que on risque d'avoir des personnes qui vont avoir de moins en moins de culture et de connaissances mathématiques à la sortie du lycée. Les retours que l'on a, par exemple, du rapport de l'ADEP, c'est que maths et technologie ensemble, on a une perte de 20% des horaires. Et si on regarde ce qui se passe actuellement, on n'a plus que 58,5% des élèves qui ont une formation mathématique contre 86,5 en 2007. Donc, le risque, c'est qu'il y ait des élèves qui abandonnent les mathématiques encore plus tôt et qui ne s'autorisent pas après à vouloir y revenir parce qu'ils vont avoir abandonné avec voilà, comme je le disais tout à l'heure, soit de la peur, soit du dégoût. Oui, C'est ça qui est le dommage. Parce que sinon, à tout moment, comme dit Serge, on est capable de réapprendre les mathématiques, c'est pas un problème. Mais la fréquentation qu'on a avec elle va être importante. c'est-à-dire arrêter les mathématiques en seconde par dépit n'est pas arrêter les mathématiques en seconde parce que les études à ce moment-là ne... Si on est suffisamment outillé en seconde pour pouvoir reprendre les mathématiques ou pour pouvoir vivre ses études futures avec ce bagage, finalement, il n'y a pas tellement de problème. Mais ça ne semble pas être vraiment le cas, je crois. Qui est-ce qui veut réagir à cette pensée? Moi, je veux bien avoir une réaction. C'est que là, ce qui va se passer, c'est que les élèves, quand ils font le choix des spécialités, ils ne savent pas, enfin, ils n'ont pas conscience de ce qu'on va attendre d'eux dans les formations post-bac. Ils n'ont pas cette connaissance suffisante. Et d'ailleurs, on ne le sait pas nous-mêmes, parce que les formations évoluent en permanence. Donc, le risque, c'est que les formations post-bac soient obligées de faire des sessions de compensation ou de rattrapage ou de remise à niveau, je ne sais pas comment on va appeler ça. Et pour moi, le risque, c'est que ce soit encore plus discriminant parce qu'on va voir ceux qui vont être capables de se payer ça en plus et puis ceux qui vont se limiter à ce qui va être offert par l'école en question. Donc, je pense que les élèves qui sont au lycée n'ont pas les connaissances et les outils suffisants pour faire les choix de spécialité et c'est tellement réduit que finalement, la culture mathématique passe quand même à la trappe pour beaucoup. Oui, oui, c'est assez regrettable. Il C'est faut sûr. avancer. Serge, pardon. Oui, c'est sûr. Bon, mais je vais revenir un petit peu au numéral, excusez-moi, mais parce que j'ai eu des témoignages d'enseignants qui, en ayant suivi cette méthode, m'ont dit ça a constitué pour nous, et je crois qu'Emmanuel Perrier le dit dans les cahiers pédagogiques, une formation personnelle aux mathématiques, qui ont revu les mathématiques, qui ont visité les mathématiques autrement. Et je pense que permettre à des gens d'avoir un autre éclairage sur les mathématiques, ça permet peut-être de les faire rentrer à nouveau dans les mathématiques et avec ce plaisir indispensable, cette appétence qu'il faut qu'on développe. J'y crois vraiment. Oui, je le crois aussi. Merci. Claire, puisqu'on parle des numéras, mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une méthode pour enseigner les mathématiques? Non, je ne pense pas. Il y a des méthodes, il y a des éléments pour enseigner les mathématiques. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir s'imprégner d'un maximum de choses qui existent au fur et à mesure, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus en faire un sacerdoce quand on enseigne et qu'on se sent un peu distant des objectifs. Mais à mon avis, c'est ce que disait Serge au départ, d'ailleurs, il parlait d'entraide avec ces numéras. Et moi, je pense que tout est dans la collaboration, dans l'échange, dans le fait de chercher à se former en allant le plus possible les uns vers les autres et en discutant le plus possible. C'est aussi ça qui fait que les mathématiques sont une discipline vivante. Oui, quelqu'un pour réagir encore? Cyril, sur le chat peut-être? Il y avait pas mal il y avait des remarques ou des questions sur le lien entre les disciplines et des questions sur faire des ponts ou des liens, essayer de parler le même langage ou voir les mathématiques comme une boîte à outils au service de d'autres disciplines. Oui, quelqu'un pour réagir? Je ne sais pas, Baptiste ou Sylvie. Ce qu'on disait, c'est le rapport aux mathématiques qui doit évoluer et les considérer comme étant quelque chose de créatif, d'innovant, en mouvement en permanence.
moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand on faisait des ateliers avec mes élèves de lycée, on abordait des choses qui étaient toutes nouvelles dans la recherche mathématique. Aujourd'hui, ça me semble encore plus compliqué parce que la recherche, elle est allée beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et j'ai l'impression que voilà, on n'arrive plus à donner autant la visibilité de tous les possibles qui sont, enfin, de toutes les ouvertures, tout ce que l'on peut faire en mathématiques. Voilà, faut qu'on ose, nous les enseignants, à proposer des choses qui sortent justement peut-être des fondamentaux tels qu'ils sont écrits dans les textes. Alors, je suis peut-être un peu dans la provocation là, mais non, mais voilà. je crois que Guylaine, dans le chat, dit quelque chose d'important. La difficulté, c'est la conceptualisation. Et on est là-dedans. oui. Je vous donne un secret de constitution de ces webinaires où nous les préparons en amont avec les questions que vous voulez bien nous poser. Et nous choisissons les questions. J'en sélectionne moi-même, mais n'étant pas mathématicien, je peux passer, je ne suis pas spécialiste de tous les sujets, loin de là, la musique me suffit. Je peux passer à côté de certaines questions. Et Serge, tu me faisais cette remarque qu'il y avait des questions qui peut-être étaient importantes et que j'ai laissé de côté, quoi. Oui. Ah ben, il y a une question qui m'avait semblé importante. Je ne me souviens plus exactement de son libellé, mais qui posait la question clairement de savoir comment est-ce qu'on doit enseigner telle ou telle chose en mathématiques. Et il me semble qu'il y a deux éléments différents qu'on enseigne en mathématiques, ce qui relève des conventions d'une part et ce qui relève des concepts d'autre part. Par exemple, quand on va le concept de nombre, eh bien, on en a besoin. Ça, on va l'enseigner, mais la désignation du nombre, c'est une convention. En français, on va dire 1, 2, 3, 4. En persan, il y a 12 et chor, etc. C'est tout à fait conventionnel. Il y a des choses qui relèvent des conventions. Ça s'apprend par du dressage, quelque part. Et il y a tellement de choses aussi, par ailleurs, qui relèvent des concepts. Et cela s'apprenne en réponse à des problèmes, des situations problèmes, comme on disait il y a un certain temps, où on amène l'élève à avoir vraiment besoin du concept, de ce concept. C'est-à-dire là, il manque quelque chose, comme le zéro à un moment donné, comme le système de numération de position peut s'enseigner en réponse à une question et pas se balancer comme ça a priori. Les élèves vont pas rentrer dedans. Et il y a cette distinguo à faire entre les conventions qui relèvent des signes, on est dans les signifiants d'un côté, et de l'autre côté, ce qui relève des concepts et qui s'apprend généralement. Les élèves peuvent en trouver un bon nombre, comme les décompositions additives par eux-mêmes, et qui relèvent de situations qu'on enseigne par des situations problèmes. Alors, c'est un sujet encore passionnant, tout cela. Je dois dire que nous avions aussi prévu que tu parles des frises numériques. Ah oui, alors c'est une question tout à fait pointue. Oui. Ça dure 3 secondes. Alors, si tu veux, mais bon, Oui. en fait, non, ça dure un peu plus. Mais oui. ça me permet, vas-y, parle-en alors, rapidement. Les frises numériques, donc c'est quelque chose qu'il faut montrer, parce que je pense qu'on peut peut-être se... Il faut que tu partages l'écran. Voilà, oui. Il faut que je lance, voilà. Alors, pardon. Des frises numériques, il y a ce modèle-là dans les frises numériques. Non, on n'a pas le Ah, vous voyez rien du tout? Non. Ah bon? Alors, du coup, ça prend plus que 3 minutes, c'est ça? Oui. Ce que je te propose, c'est que, parce que l'heure... Ah, voilà. Là, on les voit, oui. Voilà. Il y a deux types de frises numériques, essentiellement. C'est une question tout à fait... C'est un tout petit point. Hein. Il y a ce modèle-là et là. Ici, ça laisse penser qu'entre deux entiers, il n'y a rien du tout. Et ici, il y a un modèle 2, avec une flèche possible sur la droite, et qui laisse de la place entre le 1 et le 2, et qui va conduire assez naturellement à la construction de la droite graduée. Là, ça ne me dit pas qu'il n'y a rien entre deux entiers. Quelle frise? Mettre le 10 en maternelle, j'ai envie de dire non, parce que les programmes précisent que le système de numération n'est pas au programme de maternelle. Mettre le 0, oui, parce qu'on a besoin dans les problèmes. Dans les problèmes. Et pourtant, le 0 ne figure pas dans les programmes. Voilà. Et ici, le 2 ne présente pas un cardinal, ce n'est pas un nombre d'éléments de quelque chose. Les frises ne représentent pas la cardinalité, elles représentent l'ordre. Et ça, il faut en être conscient aussi. Et si on veut représenter la cardinalité, on peut avoir des outils comme ça qu'on construit avec les élèves. Et ici, le 2 représente le nombre de plaquettes qui est en dessous, les deux plaques jaunes, par exemple, qu'on construit. Mais ça se construit avec les élèves. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle
des artefacts quand on enseigne qui peuvent conduire à des représentations un peu erronées sans qu'on s'en rende compte. Oui, merci à toi, c'était rapide et on peut annoncer qu'on va essayer dans les semaines qui viennent de faire des petites vignettes pédagogiques sur ce type de sujet. Donc on a déjà pensé à certaines vignettes. Bon, il nous faut un peu de temps hein, parce que je vous rappelle que beaucoup d'entre nous sommes militants et donc bénévoles et nous faisons ça sur notre temps libre. Mais c'est un sujet que nous aborderons certainement avec Serge et d'autres. Si vous avez d'ailleurs des idées de vignettes ou des envies de vignettes, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou à nous écrire au cahier C'est vrai, pédagogique. on peut Voilà. répondre à des demandes. Oui, on essaiera d'y répondre rapidement. J'ai une dernière question pour les intervenants. Euh, Évidemment, nous n'avons pas traité toutes les questions, tous les problèmes. Et quelles questions, mais alors très rapidement, quelles questions auriez-vous aimé qu'on aborde? Je prends dans le sens de mon écran, Baptiste. Oui, bah moi, j'aurais bien aimé qu'on aborde la question justement de la place qu'on accorde à l'erreur en mathématiques et de la difficulté qu'on va donner et de comment on va la traiter. Alors, quelque chose qui était très rigolo à voir avec ton petit énoncé, ton petit test tout à l'heure. Alors, c'est vrai que la question était un petit peu ambiguë, en effet. On aurait pu s'imaginer que est-ce que j'en ai assez ou est-ce que j'en. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir les collègues qui, très vite dans le chat, ont eu besoin d'expliquer pourquoi ils s'étaient trompés, que ce n'était pas de leur faute, etc. Et ça, c'est très fortement mathématique, où on ne s'autorise pas parce qu'on voit que les mathématiques sont quelque chose peut-être d'une vision élitiste ou des choses comme ça. Et c'est vrai que si j'avais un message à faire passer, c'est que ça doit se jouer en classe, quoi, ces choses-là. Et trop souvent, je reçois des messages d'amis, de proches, au secours, help, DM de maths infaisable, qu'est-ce qu'il faut faire à l'exercice 3, sans compter voilà, les professeurs qui donnent des cours particuliers, qui s'en frottent les mains, et que je me dis non, c'est pas à la maison qu'on fait les maths là, parce que du coup, on crée très vite chez les élèves l'idée que ben, les maths, c'est pas pour moi, parce que mon copain, lui, il a eu 18, moi, j'ai pas réussi à le faire, donc du coup, j'abandonne, et d'où l'impuissance apprise, enfin, je reprends ce qui a déjà été dit sur le fait je suis nul en maths, et l'article de Gonel Le Guevel dans les cahiers là-dessus, quoi. Donc, Oui. montrons que les maths sont accessibles, ça a été dit, montrons que ce n'est pas infaisable, faisons-les apprendre en classe et dédramatisons l'erreur, on a le droit de se tromper. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui est très important par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir. Évidemment, vous pouvez vous référer au dossier des cahiers pédagogiques. Beaucoup de choses que nous avons dites sont développées dans les nombreux articles qui figurent dans le dossier. Sylvie, je prends dans l'ordre de mon écran, hein, si tu veux. Alors, cours, vraiment. Oui, ben, juste le fait qu'on a beaucoup parlé de problèmes et la question c'est de savoir comment on tire finalement le savoir, comment on l'institutionnalise, comment on explicite à partir des situations qu'ont vécues les élèves. Ce n'est pas simplement le fait de rencontrer le problème qui va faire qu'on va construire le concept mathématique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble important et ce n'est pas si simple que ça. Claire? On aurait pu parler de tellement de choses. On aurait pu parler du rôle de l'histoire, par exemple, de l'histoire des maths dans leur enseignement. On aurait pu parler des raisons de la souffrance en mathématiques, qui me semble vraiment fondamentale au pluriel. Et puis du rôle des émotions, sans doute aussi. Mais une autre question à laquelle j'aurais bien aimé répondre, c'est qu'est-ce que ça nous a apporté à nous, à Baptiste et à moi, de faire ce dossier, parce que on a pu justement vivre cette collaboration, cette coopération avec des auteurs fantastiques et puis avec une équipe des cahiers pédas qui a vraiment été top aussi. Et dans une situation qui était inconfortable pour nous parce qu'on débutait comme coordonnateur de dossier, et bien justement, on s'est retrouvé dans une situation un peu symétrique par rapport aux gens qui n'aiment pas les maths. C'est qu'on ne savait pas faire. Et puis finalement, grâce à la coopération et puis au fait de rester ouvert, bah, ça a été une expérience vraiment super. Ah oui, je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est coordonner un dossier, surtout le premier, n'est pas simple. On reçoit 40, 50 articles, on doit en choisir 30, on doit dire non quelquefois à des copains, des copines, quelquefois parce que c'est pas bon, quelquefois parce que c'est pas dans le sujet. Et c'est un travail qui se déroule à peu près sur une année pour sortir quelque chose qui a le contenu en quantité équivalent à un livre de poche tout de même, 8 fois par an, hein. Voilà, le nombre de personnes qui interviennent sur ces dossiers est conséquent.
Je crois que Serge, je ne t'ai pas interrogé sur la question Oui, rapidement. alors moi j'aurais bien aimé qu'on me pose une question sur l'importance d'enseigner explicitement certaines spécificités de la langue française en lien avec les apprentissages mathématiques. Oui. Du point de vue lexique, son étude en maths, ses apports pour les mathématiques et pour la langue. Il y a des choses qui vont dans l'autre sens, mais aussi du point de vue de la phrase ou du texte, notamment tout ce qui concerne les problèmes à énoncer textuels. Voilà, on aura peut-être Oui. l'occasion d'y revenir. J'espère. Ben, Moi, je j'aurais n'oublie pas. peut-être posé la question, est-ce que les mathématiques sont une science sexiste? C'est une question qu'on aurait dû te poser, hein, je te rappelle, toi tu fais l'inverse. Voilà. Cyril? Est-ce qu'il serait possible de sélectionner les élèves autrement que par les mathématiques? Est-ce qu'à ce moment-là, les mathématiques ne seraient pas intéressantes, ne seraient plus des problèmes, mais des défis intellectuels? Oui, moi j'aurais bien, parce que cet article, ce dossier, mais vraiment, c'est formidablement intéressant. Et j'aimerais bien savoir comment vous faites pour avoir autant de plaisir à faire des maths, quoi. Voilà, ça reste une question. Alors là, je détourne la question. Normalement, c'est une question que j'aurais bien aimé qu'on l'on pose. Bah, c'est celle-ci. Comment on fait pour avoir du plaisir à faire des mathématiques? Voilà. Je vais vous remercier tous les 4 et tous les 2, donc tous les 6, si je ne me trompe pas, pour ce 13e webinaire qui se finit maintenant. Je suis très heureux d'avoir animé tout cela avec une équipe conséquente qui est derrière finalement. Je pense à Andrea, donc Ben, Cyril, mais aussi Cécile Blanchard et Béatrice de Montnard et Yannick Mével qui est là pour leurs réflexions et leurs remarques toujours constructives. Il faut penser qu'il y a aussi Fatou Edara ainsi que Catherine Novak qui font un gros travail administratif. Catherine ayant la lourde charge de corriger et de relire mes erreurs d'organisation, ce n'est quelquefois pas rien. Évidemment, le regard bienveillant et attentif de Jean-Michel Zakartchouk qui est toujours à mes côtés, surveillant, inquiet, comme moi d'ailleurs. Voilà, merci à tout le monde. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, c'était une belle année. Sachez que vous pouvez donc acheter ce dossier sur le site des cahiers, cahiers au pluriel-pédagogique, au pluriel aussi, .com ou .fr, je ne sais plus. Pardon. Vous pouvez adhérer pour soutenir les cahiers pédagogiques, le CRAP cahier pédagogique. Et puis, nous nous reverrons, j'ai oublié de photocopier la dernière feuille, je crois que c'est le 16 ou 19 janvier pour le premier webinaire de l'année 2022 qui sera consacré à l'éducation physique et sportive. Nous en ferons un ensuite le 2, vérifier les dates, hein, je viens de dire qu'au niveau organisation, je posais problème, le 2 février, et il aura comme sujet le harcèlement scolaire. Lui, il ne sera pas lié à un dossier, mais nous aurons des invités. Ce sera fait en coopération avec une association qui s'appelle Fort Prof. Et puis d'autres sur le bien-être. Nous avons encore un programme de 6 ou 7 webinaires jusqu'à la fin de l'année, sans compter ceux auxquels je ne pense pas. Passez une bonne soirée, de bonnes vacances qui arrivent bientôt et j'espère que nous nous retrouverons à la rentrée. Au revoir à tout le monde.